Bonsoir, à quoi pouvait bien ressembler le monde avant notre arrivée à nous les humains? Ce soir, Science Grand Format vous invite à la rencontre de 4 espèces animales fascinantes qui ont traversé des millénaires jusqu'à aujourd'hui. Des scientifiques ont parcouru la Terre entière afin de percer les mystères de leur évolution chaotique. Aux côtés de ces passionnés, nous allons découvrir l'immense variété d'animaux qui peuplaient la Terre, comme par exemple le Poposaurus, un redoutable prédateur de la lignée des crocodiles. Les fossiles, prélevés avec précaution et dans un état de conservation incroyable, sont les précieux témoins du passé. Et grâce à la magie de la 3D, les animaux reprennent vie devant nos yeux. Les pigeons ou les corbeaux, en apparence banals, sont en réalité les grands gagnants de l'évolution. Les survivants des grandes extinctions, les descendants d'un long processus qui s'est fait sur des millions d'années. À quoi ressemblaient les toutes premières baleines? Qui sont les ancêtres des éléphants? Et comment ces animaux ont-ils survécu aussi longtemps? Je vous emmène ce soir à une époque où notre Terre ne ressemblait en rien à celle que nous connaissons aujourd'hui. La grande histoire de l'évolution animale, c'est à retrouver tout de suite sur France 5, mais également sur notre site France.tv. Bonne soirée et vive la science en grand format. On m'a emmené au milieu du désert. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et là, je les ai vus. J'en ai pleuré. Ces traces dans le désert sont une invitation à remonter le temps. Elles ont été faites il y a 7 millions d'années par des éléphants préhistoriques. C'est une porte ouverte sur un monde aujourd'hui complètement disparu. Les créatures de cette période lointaine sont devenues les animaux que nous connaissons aujourd'hui. Mais comment la faune de notre planète s'est-elle transformée? Des générations entières se sont interrogées sur ce mystère. Et aujourd'hui, des scientifiques apportent enfin des réponses et peuvent reconstituer le fil de l'évolution de 4 lignées extraordinaires. Les crocodiles, les oiseaux, les baleines et les éléphants. Comme tout ce qui vit aujourd'hui, ils possèdent une histoire aux ramifications lointaines, un passé riche en rebondissements, façonné par des ancêtres surprenants, des crocodiles étranges, Il était bâti comme un lévrier. des dinosaures à plumes, Les dinosaures n'ont pas disparu. Les oiseaux sont des dinosaures. un ancêtre des baleines qui vivait sur la terre ferme. Ça ressemble à un chien avec un long museau. Leurs histoires ont commencé il y a des millions d'années. On y croise des créatures perdues, puis retrouvées. Madagascar. À 250 km des côtes africaines, cette île est un laboratoire grandeur nature pour étudier l'évolution. Les espèces isolées ici ont connu des trajectoires uniques. Les scientifiques étudient les caméléons, les chauves-souris et les lémuriens de Madagascar depuis déjà longtemps. Mais aujourd'hui, les regards se tournent vers le passé d'un autre animal, le crocodile. Dans des grottes inondées, des chercheurs tentent de retrouver les restes d'une espèce éteinte. Ce crocodile aurait disparu il y a seulement 2000 ans. Les gens pensent que le crocodile n'a pas changé à travers les âges. Malgré une apparence trompeuse, nous savons aujourd'hui que c'est faux. À sang-froid, impitoyable et d'une étrange beauté, les 14 espèces de crocodiles qui existent aujourd'hui sont toutes assez semblables.
Les différentes espèces sont vraiment très difficiles à distinguer. Sauf si vous passez votre vie à penser aux crocodiles, comme moi. Ils sont tous faits sur le même modèle. Corps à ras du sol et entièrement recouverts d'écailles épaisses. Ils ressemblent à des fossiles vivants, des vestiges de l'époque des dinosaures. Mais est-ce bien le cas? S'agit-il vraiment d'un animal figé dans le temps? La mystérieuse espèce de la grotte apportera peut-être des réponses sur l'évolution récente des crocodiles. Le crocodile cornu de Madagascar était encore présent sur l'île au début de notre ère. Mais il a disparu peu de temps après l'arrivée de l'homme. Nous voulons en savoir plus sur ce crocodile. Qui étaient ses parents? Que lui est-il arrivé? C'est un grand mystère. De nos jours, on ne trouve qu'une espèce à Madagascar. Le crocodile du Nil. Un des plus redoutables prédateurs d'Afrique. Les scientifiques pensent qu'il a éliminé le crocodile cornu qui était plus petit. Mais beaucoup de questions restent en suspens, dont les réponses se trouvent peut-être dans ces grottes. En parlant avec des gens, j'ai appris qu'apparemment dans cette grotte, il y avait des crânes d'une espèce de crocodile que plus personne n'avait vu depuis au moins 200 ans, et plus probablement 1000. Au bout d'une demi-heure, les plongeurs trouvent un crâne. C'est génial. Ils ont un crâne. Oui, il est magnifique. C'est le crâne d'un crocodile cornu de Madagascar. Quand les chercheurs européens ont commencé à venir sur cette île, ils ont vu ces crânes de crocodile, mais ils ne savaient pas trop de quoi il s'agissait. Il y avait des différences avec le crocodile du Nil, et ils se sont aperçus qu'il s'agissait d'une espèce différente. Avec un peu de chance, Yvonne Ekala pourra extraire de l'ADN et déterminer quelle est la place de cette espèce dans l'histoire de l'évolution des crocodiliens. Pour partir à la rencontre des premiers crocodiles, il faut faire un bond de 230 millions d'années dans le temps, à la période géologique du Trias. Une durée colossale, à la limite du concevable. Si on revenait 100 millions d'années en arrière, le monde serait totalement méconnaissable. Ce serait comme débarquer sur une autre planète et y découvrir des formes de vie absolument étrangères à ce que nous connaissons. On a du mal à l'imaginer. Le Trias n'avait pas grand-chose à voir avec le monde qui existe aujourd'hui. Les continents actuels ne s'étaient pas encore formés. Ils faisaient tous partie d'un même bloc entouré d'eau, la Pangée. C'est là, aux côtés des dinosaures, que les premiers crocodiles ont évolué. Au départ, ils réussissaient même mieux que les dinosaures, malgré une apparence déroutante. À bien des égards, le Trias a été l'âge d'or des crocodiles. À l'époque, où que ce soit sur Terre, il y avait tout un panel de cousins des crocodiles qui avaient des formes diverses. Bartanjan Boulard a mis au jour les squelettes des plus lointains parents des crocodiles. 2 d'entre eux ont été découverts ensemble, dans le sud de l'Utah.
Ces deux squelettes sont de la lignée des crocodiles et font partie des plus extraordinaires qu'on ait découverts. Ce grand animal est ce qu'on appelle un poposaure. C'est l'unique squelette complet qu'on ait trouvé. Il y a tous les petits détails, c'est une découverte exceptionnelle. Ces animaux nous montrent à quoi ressemblaient les crocodiles au début de leur évolution. Ils étaient très très différents. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec cet animal, c'est qu'il a tenté d'être un dinosaure avant que les dinosaures soient dominants, car il se déplaçait sur deux pattes. Les pattes sont très grandes et très robustes, comparées à ses tout petits bras. Ça signifie qu'il était incapable de faire peser son poids sur ses bras. Le poposaure était un prédateur terrestre féroce et rapide. Son comportement ressemblait à s'y méprendre à celui des dinosaures. Et à la période du Trias, ce n'était pas le seul animal de ce genre dans l'Utah. Le poposaure est le premier squelette que nous avons déterré. Juste en dessous, il y avait une petite patte. Et sous cette patte, il y avait l'animal que nous voyons ici. C'est l'unique spécimen complet de sphénosuchien que nous ayons. Ce crocodilomorphe est surnommé Petit Pied. Il est encore plus étrange que le poposaure. Le corps du poposaure est très massif, tandis que celui du sphénosuchien est petit et élancé, avec des pattes extrêmement longues et des bras également très longs. Contrairement au poposaure, ses bras soutenaient le poids de son corps. Il était un peu bâti comme un lévrier, avec une tête lourde et une longue queue. Il était taillé pour la vitesse. Les étranges créatures du Trias font partie du premier grand bourgeonnement de l'arbre généalogique du crocodile. Mais, il y a 200 millions d'années, cet arbre est violemment élagué. Une extinction de masse éradique la majorité des animaux terrestres et marins. Alors que la Pangée commence à se diviser, les volcans envoient de vastes quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, avec pour effet d'acidifier les océans. La Terre se réchauffe et les habitats se transforment. La plupart des ancêtres du crocodile vivant au Trias, comme le poposaure et Petit Pied, disparaissent. Les extinctions sont très intéressantes pour les biologistes, car elles réinitialisent le jeu de l'évolution. De temps en temps, il se produit des catastrophes d'une telle ampleur que des milliers ou des millions d'espèces sont effacées en ce qui n'est qu'un bref instant à l'échelle du temps géologique. La Terre a connu 5 grandes extinctions. Elles ont provoqué des destructions profondes et changé l'histoire de la vie sur la planète. L'extinction de masse qui a mis fin au Trias a ouvert un nouveau chapitre de l'évolution des crocodiles. Au Jurassique et au Crétacé, ils ont connu un nouvel essor, mais sous des formes nouvelles et encore plus étranges. La trace de ces créatures extraordinaires a été préservée dans l'un des paysages les plus spectaculaires du globe, la Patagonie. Beaucoup de groupes se sont diversifiés au Jurassique. Les dinosaures étaient les plus notables, en raison de leur taille. Mais d'autres groupes ont commencé à se diversifier de façon très impressionnante, dont les crocodiles. Pendant toute la durée du Jurassique et du Crétacé, soit près de 150 millions d'années, les crocodiles sont en rivalité avec les dinosaures. Ce ne sont plus les animaux purement terrestres du Trias. Ils expérimentent des façons de vivre radicalement différentes. On commence à voir des animaux comme Dacosaurus,
C'est un crocodile marin dont les membres avant ont évolué en nageoires en forme de rame. Il y a aussi des crocodiles d'eau douce gigantesques, comme Sarcosuchus. Ils mesurent près de 12 mètres de long et mangent des dinosaures. Et vous avez aussi des crocodiles herbivores, comme les notosuchiens. Regardez cet animal. Il n'a rien à voir avec un crocodile. Il a un museau court et très haut. Les orbites sont orientées latéralement. Et ce qui est fou, c'est que sa mâchoire inférieure bougeait d'arrière en avant. Ça permettait aux dents du haut et du bas de glisser l'une sur l'autre et de cisailler les plantes. Donc, ce crocodile mâchait comme une chèvre. Depuis 20 ans, Diego Pol met au jour des squelettes de crocodiles dans les affleurements désertiques de Patagonie. Mais du temps où ces créatures étaient en vie, le monde était très différent. La planète était beaucoup plus chaude. Il n'y avait pas de calotte glaciaire sur les pôles. Les crocodiles prospèrent dans cet environnement. Le Crétacé et le Jurassique sont l'âge d'or des crocodiles. Ils se sont tellement diversifiés que par endroits, on ne trouve que des crocodiles. On constate vraiment une diversité extraordinaire au Crétacé. Mais ensuite, il y a 66 millions d'années, tout s'arrête. Qu'est-il arrivé aux crocodiles du Crétacé? La plupart ont sûrement péri de la même façon que les dinosaures. Nous savons depuis déjà longtemps qu'il y a 66 millions d'années, une extinction animale et végétale s'est produite sur Terre et dans les océans. Sur Terre, les victimes les plus notables ont été les dinosaures. Les scientifiques s'accordent sur le fait qu'un astéroïde serait à l'origine de cette dévastation planétaire. Mais beaucoup pensent que ce n'est pas le seul facteur. Les fossiles indiquent qu'avant l'arrivée de l'astéroïde, des changements climatiques menaçaient déjà d'extinction de nombreuses espèces. Cette chute n'a pas été la seule cause de l'extinction, mais elle a clairement porté le coup de grâce à de nombreuses espèces. Les crocodiles disparaissent presque totalement. Seule une poignée d'espèces de crocodiles issues de cette incroyable diversité a survécu. Ils y sont parvenus parce qu'ils avaient certaines particularités. Ils étaient adaptés à l'eau douce. Ils étaient capables de se nourrir dans l'eau. C'étaient des prédateurs et pas des herbivores. Ce n'étaient pas des crocodiles terrestres, ce n'étaient pas des crocodiles marins. Et donc seule une toute petite fraction de cette immense diversité s'en est sortie. Cette petite fraction est composée des prédateurs qui vivent à moitié dans l'eau et à moitié sur les rives. Leur corps, à ras du sol, ressemble à un tank. C'est l'une des clés de leur survie. Il leur permet de se poster à demi immergés dans des eaux peu profondes et de frapper leur proie par surprise. L'efficacité de cette morphologie redoutable explique pourquoi tous les crocodiles actuels paraissent aussi semblables. Les crocodiles ont une anatomie très performante. Et donc, logiquement, ils l'ont conservée depuis leurs ancêtres crocodiliens qui vivaient il y a des millions d'années. On ne change pas une équipe qui gagne. Malgré tout, ce n'est pas une garantie de survie. Le crocodile cornu de Madagascar s'est éteint il y a moins de 2000 ans, au profit du crocodile du Nil. Les résultats des études d'Yvonne font apparaître que les deux espèces étaient plus proches qu'on ne le pensait. Les analyses ADN
sont devenus un outil essentiel du travail du paléontologue. Une des évolutions passionnantes de la technique moderne, c'est qu'on peut se servir de l'ADN pour observer l'historique de l'évolution. C'est un outil de mesure des changements à travers le temps et les lignées. À partir de l'ADN d'une espèce encore vivante, nous pouvons calculer combien de temps il a fallu pour accumuler les changements du génome que nous constatons. Et nous pouvons en conclure que la scission s'est faite il y a 3 ou 6 ou 20 millions d'années. L'ADN a permis d'établir que les crocodiles et les alligators descendent d'un ancêtre commun qui vivait il y a 80 millions d'années. Récemment, nous avons fait des découvertes concernant le crocodile du Nil. Nous avions toujours pensé que c'était une sorte de crocodile des origines. Mais grâce à la datation par horloge moléculaire, nous avons établi que le crocodile du Nil n'est qu'un bébé. Il est seulement apparu il y a 4 à 6 millions d'années. C'est un petit jeune dans le panorama des crocodiliens modernes. Malgré leurs allures de créatures préhistoriques, au cours de leurs 230 millions d'années d'histoire, les crocodiles ont été en constante évolution. Ils se sont affirmés comme une des lignées les plus résilientes que la planète ait connues. D'une certaine manière, les crocodiles représentent un organisme qui, à travers l'histoire de la vie sur Terre, a trouvé un moyen de subsister. L'histoire de la lignée des crocodiles est un récit de transformation étalé sur des dizaines de millions d'années. Elles ont abouti à une immense diversité de crocodiles, suivie par un déclin foudroyant. De nos jours, il ne reste plus qu'une poignée de crocodiles, et les animaux étranges qui les ont engendrés ont tous disparu. Les crocodiles qui restent se ressemblent tous, des prédateurs de rivage qui vivent sous les tropiques. À l'opposé de ce rétrécissement, une autre lignée a vu sa diversité exploser. Les oiseaux ont colonisé tous les environnements de la planète. Ils présentent une incroyable variété de formes, de couleurs et de tailles. Les oiseaux comptent plus d'espèces que n'importe quel autre groupe de vertébrés terrestres. Ils sont capables de traverser l'Himalaya. Ils peuvent plonger dans des parties de l'océan que la lumière du soleil n'atteint même pas. Ils peuvent migrer à travers des continents. Ils sont vraiment remarquables. Les oiseaux ont non seulement colonisé tous les environnements naturels de la planète, mais aussi les espaces urbains créés par l'homme. Il existe plus de 10 000 espèces d'oiseaux. Mais ce qui frappe, c'est que plus de la moitié de ces espèces appartiennent à une seule lignée, les passereaux. Ça veut dire que les oiseaux que vous avez dans votre jardin sont le résultat d'une évolution extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette expansion planétaire? Comment les oiseaux ont-ils fait pour être partout et aussi différents? Des choses apparemment banales, comme la présence de corbeaux ou de pigeons dans un parc, sont en fait le résultat d'une incroyable évolution. Et elle s'étend sur des centaines de millions d'années. Notre exploration de cette histoire part d'Allemagne, dans les années 1860, avec la découverte d'un fossile extraordinaire, Archaeopteryx. Pour la plupart des gens, ce fossile ressemble à n'importe quel oiseau écrasé sur la route. Mais quand moi je regarde ce squelette, il prend vie. Les ailes sont en mouvement, couvertes de plumes, mais avec des doigts griffus et mobiles à leur extrémité.
Et le plus étonnant, c'est sa longue queue osseuse couverte de plumes. Il y a 150 millions d'années, Archaeopteryx était donc un oiseau. Il avait des plumes et il pouvait voler. Mais ses griffes, sa queue et son bec denté lui conféraient aussi des allures de dinosaure. Les tenants de la théorie de l'évolution des oiseaux en tirent une conclusion qui fait sensation. Les oiseaux descendraient des dinosaures. Quand je regarde ce fossile, je vois un emblème de l'évolution. C'est l'une des premières preuves à venir corroborer la théorie de l'évolution. Mais la théorie qui prétend que les oiseaux auraient évolué à partir des dinosaures se heurte à une opposition farouche. Comment des créatures d'une telle taille et d'un tel poids auraient-elles pu se transformer en animaux aussi petits et légers? La principale objection réside dans l'absence de fossiles de dinosaures dotés d'une furcula, un os relié à la cage thoracique qui rend le vol possible. La chasse est ouverte. Si les scientifiques trouvent un dinosaure avec une furcula, l'affaire sera close. Mais pendant près d'un siècle, les recherches ne donnent rien. Puis, dans les années 1960, le paléontologue John Ostrom fait une découverte incroyable. Un fossile de dinosaure qui présente bel et bien une furcula. Il le baptise Deinonychus, griffe terrible. Voici Deinonychus antiropus, le fossile qui a changé tout ce que nous savions de l'origine des oiseaux. Il a transformé notre compréhension de l'évolution du vol. Deinonychus était un redoutable prédateur, avec des bras ressemblant à des ailes et tous les muscles nécessaires au vol, sauf qu'il ne volait pas. Cet animal a des membres antérieurs trop courts et un corps trop lourd pour pouvoir voler. Pourtant, il a tous les autres accessoires normalement associés au battement d'ailes. Et ce n'est pas tout. Il avait aussi des plumes, mais qui n'avaient rien à voir avec le fait de pouvoir voler. Ses plumes lui tenaient chaud et ses ailes griffues lui servaient à tuer. Les bras contre le corps, il les projette en avant, saisit sa proie, la ramène, replonge et ainsi de suite. C'est le mouvement des ailes. Donc l'architecture de base nécessaire au battement des ailes a vu le jour chez un animal qui ne s'en servait pas pour voler. Aussi incroyable que cela paraisse, ces outils destinés à tuer ont fini par être un dispositif pour voler. Donc on a les plumes et on a le mouvement du battement d'ailes présent dans un même animal. À partir de là, le ciel cesse d'être une limite à l'évolution des dinosaures. Les oiseaux sont des dinosaures qui ont survécu. Deinonychus est la preuve que les dinosaures ont engendré les oiseaux. Mais les étapes de cette évolution restent une énigme. Pour avoir l'ensemble du tableau, les chercheurs ont besoin d'autres fossiles. Une nouvelle attente commence. Dans les années 1990, des fermiers d'une province isolée du nord-est de la Chine offrent la clé du mystère. D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, ils ont toujours retourné des pierres qui portaient des silhouettes d'oiseaux. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'elles contiennent les fossiles tant attendus par la communauté scientifique. À la fin des années 1990, la province de Liaoning est le théâtre d'une ruée vers les fossiles. Au début, personne ne se doutait de la valeur qu'ils avaient. Mais quand on a été mis au courant, tout le monde s'est mis à fouiller, moi compris.
J'ai trouvé quelque chose qui ressemblait à un oiseau. Je ne savais pas ce que c'était, mais ils ont dit que ça s'appelait un Confucius ornis. Un seul fossile peut rapporter autant qu'une année de travail. Les fermiers passent la région au peigne fin et les fossiles affluent. Des centaines d'oiseaux venus du temps des dinosaures. Les fossiles du Liaoning nous ont montré les formes transitionnelles. Les premiers oiseaux avec des becs, les premiers oiseaux avec des queues courtes, comme ceux d'aujourd'hui. Les os des oiseaux sont si fragiles que leurs fossiles sont rarissimes. Mais dans le nord-est de la Chine, il y a 130 millions d'années, une combinaison de circonstances a créé des conditions idéales pour leur préservation. Si on pouvait faire un bond dans le passé de 131 à 120 millions d'années, on verrait des lacs à perte de vue, entourés de volcans en activité et près des rives, des bois grouillants de petits dinosaures à plumes. Quand ces petits dinosaures à plumes mouraient et finissaient dans les lacs, ils étaient rapidement recouverts par des couches de cendres volcaniques. Le résultat est un extraordinaire archivage d'oiseaux dinosaures, parfaitement préservés dans la pierre. Ce qui est fascinant avec ces fossiles, c'est la préservation exceptionnelle des tissus mous. Elle montre ces espèces disparues avec un niveau de détail dont les paléontologues n'auraient même pas osé rêver. Avec les oiseaux, des plantes et des graines ont été fossilisées. Elles ont permis aux scientifiques de se faire une idée de la flore de l'époque. La profusion de fossiles de Liaoning dévoile un monde où des créatures témoignant de chaque étape de l'évolution des dinosaures vers les oiseaux vivaient côte à côte. Il montre comment la nature a expérimenté tous les aspects de ce qui sera finalement un oiseau. Les becs, les ailes, les plumes et le vol. Caudipteryx était un petit dinosaure à plumes. Il avait des ailes, mais était cloué au sol. Il côtoyait des créatures qui pouvaient voler, tout en conservant de nombreuses caractéristiques des dinosaures. Des dents, de longues queues et des griffes à leurs ailes. Et il y croisait aussi des animaux comme Confucius ornis, quasi identiques aux oiseaux d'aujourd'hui. Les dinosaures à plumes de Liaoning nous rappellent que l'évolution ne se fait pas en ligne droite. On perçoit souvent l'évolution comme un processus très linéaire, comme si un petit dinosaure avait un jour décidé de devenir un oiseau. En réalité, les caractéristiques des oiseaux ont été acquises progressivement, et il y a eu beaucoup de ratés au cours de ce processus. Comme Deinonychus, les fossiles de Liaoning montrent que les ailes et les plumes ont évolué séparément, et pour des raisons n'ayant rien à voir avec le vol. Il a fallu des millions d'années pour que ces caractéristiques soient réunies et puissent donner naissance à la créature que nous appelons aujourd'hui un oiseau. Ce que ces fossiles très divers nous ont appris, c'est que les traits associés aux oiseaux modernes ont évolué à de multiples reprises. Les fossiles de Liaoning ont levé le voile sur la multitude de dinosaures à plumes qui peuplaient le monde il y a des millions d'années. Mais que leur est-il arrivé ? La plupart ont été victimes de la même extinction que les grands dinosaures terrestres et presque tous les crocodiles. Mais comme ces derniers, quelques-uns ont réussi à s'en tirer. Ces rares survivants sont à l'origine de tout ce que la Terre compte aujourd'hui comme oiseaux. Reste à savoir comment ils ont pu survivre. Grâce aux recherches sur l'ADN, les scientifiques sont en train de percer ce mystère.
Cette extinction de masse a eu lieu à cause d'une météorite géante, des changements climatiques et ainsi de suite. Mais quelques groupes d'oiseaux ont survécu, environ 5% des espèces. Eric Jarvis et ses collègues comparent les génomes de différentes espèces d'oiseaux pour calculer leur degré de similitude. Ils pourront ensuite déterminer quand ils ont partagé un ancêtre commun pour la dernière fois. Tout d'abord, nous avons déterminé qui étaient les survivants dont les branches étaient les plus profondément ancrées dans l'arbre généalogique que nous avons généré. C'étaient les oiseaux de rivage. Ils pouvaient survivre sur l'eau, sur terre et dans différents habitats. En plus des oiseaux de rivage, comme les canards ou les oies, les ancêtres des autruches et des émeus ont aussi survécu. Ensuite, sur une période d'une quinzaine de millions d'années, les 4 ou 5 lignées survivantes ont engendré toutes les espèces que nous avons aujourd'hui. Les scientifiques peuvent enfin avoir une vue d'ensemble de tout l'arbre généalogique aviaire. Partie des dinosaures, la lignée des oiseaux a tâtonné pendant des millions d'années, avec les plumes, les becs et les ailes. Elle a failli disparaître dans une extinction de masse, avant de donner les quelques 10 000 espèces que nous connaissons aujourd'hui. Pendant que les oiseaux étaient en pleine expansion et colonisaient la totalité des habitats terrestres, une autre lignée se concentrait sur la colonisation des mers. Depuis toujours, les baleines inspirent à l'homme un mélange de crainte et d'émerveillement. Comment ont-elles pu devenir aussi gigantesques? Comment des créatures à respiration aérienne, comme nous, en sont-elles venues à vivre dans les profondeurs de l'océan? La science a fait des découvertes extraordinaires à leur sujet. Les baleines boréales peuvent vivre plus de 2 siècles, plus que n'importe quel autre mammifère sur Terre. Les grands cachalots peuvent plonger à plus de 900 mètres et rester sous l'eau 1 heure et demie sans respirer. Les baleines bleues sont les plus grandes créatures à avoir vécu sur notre planète. Elles dépassent les plus grands dinosaures. Elles peuvent mesurer une trentaine de mètres et peser jusqu'à 200 tonnes, avec un cœur de la taille d'une voiture. Et ces géantes communiquent sur de vastes distances au moyen de chants, dans un langage que les chercheurs n'arrivent toujours pas à comprendre pleinement. Comment ces animaux gigantesques et leur comportement si particulier se sont-ils développés? Pendant longtemps, cette question est restée sans réponse. Au XVIIIe et XIXe siècle, on savait déjà que les baleines étaient des mammifères, car c'étaient des animaux à sang chaud qui allaitaient leurs petits, mais on ne savait pas d'où elles venaient. Darwin évoque les origines des baleines dans son célèbre ouvrage « L'origine des espèces ». Il y explique qu'une de ses connaissances a observé un ours en train de nager la gueule grande ouverte pour attraper des insectes à la surface de l'eau. Il émet alors l'idée qu'un animal comme l'ours pourrait avoir évolué vers les baleines qui se nourrissent par filtration. C'est une façon de s'alimenter assez similaire, et il se serait amélioré au fil du temps. Darwin se trompait, mais il avait tout de même conceptualisé une évolution des baleines. Et pour finir, nous n'avons su d'où venaient les baleines que très récemment. La fascination pour l'évolution des baleines naît au XIXe siècle. À l'époque,
l'imaginaire populaire fourmille d'histoires de monstres marins. Quand le premier fossile de baleine est mis au jour, ses découvreurs pensent avoir trouvé un serpent de mer géant et le nomment Basilosaurus. Il a été découvert aux États-Unis le long de la côte du Golfe dans les années 1830. C'était le premier fossile de baleine à être nommé et étudié. L'homme qui l'a baptisé, Richard Harlan, s'était documenté sur de grands serpents de mer découverts ailleurs dans le monde. Il pensait qu'il s'agissait de quelque chose de similaire. Et il l'a donc nommé Basilosaurus, le roi lézard. Long de plus de 15 mètres, armé de dents redoutables, c'était un formidable prédateur marin. Finalement, en 1841, il est établi qu'il s'agit d'une baleine âgée d'environ 35 millions d'années. Pendant près d'un siècle, Basilosaurus restera la plus ancienne baleine connue et sera vu comme l'ancêtre de toutes les baleines actuelles. Après Basilosaurus, des baleines un peu plus anciennes et plus primitives ont été trouvées. La différence n'était pas énorme, environ 5 millions d'années. Ça ne faisait pas remonter l'origine des baleines beaucoup plus loin, et on n'a plus découvert grand-chose sur le sujet. Les origines premières de la lignée des baleines sont demeurées mystérieuses jusqu'en 1975, quand un paléontologue est parti à la chasse aux fossiles au Pakistan, sans penser un instant y trouver les ancêtres des baleines. Je m'intéressais à la façon dont les mammifères archaïques étaient devenus les mammifères modernes. Les premiers chevaux, par exemple. C'était ça mon objectif. Je suis parti avec plusieurs étudiants et des collègues parisiens, et nous avons d'abord cherché dans la province du Pendjab, puis plus au sud, dans le Sindh. Nous ne trouvions rien de très intéressant, alors nous sommes remontés vers la province de la frontière nord-ouest. Et là, en haut d'une colline, nous avons trouvé une petite mâchoire de mammifère terrestre. Par la suite, ils trouvent un morceau de crâne. Ses oreilles possèdent des osselets étranges. Voici ce qui restait. C'est l'arrière d'un crâne. Et si on regarde le dessous, on voit l'enveloppe de l'oreille, du côté droit, tandis qu'il n'y en a plus du côté gauche. Ces osselets sont sur le point de dévoiler les secrets de l'évolution des baleines. Philippe Gingerich pensait avoir affaire à une sorte de cerf primitif, mais ces osselets sont incontestablement ceux d'une baleine. Les baleines ont une structure d'oreille très particulière qui leur permet d'entendre dans l'eau. En fait, c'est comme si elles pouvaient voir dans l'eau grâce au son. Et pour y parvenir, leurs oreilles ont été modifiées. Les osselets des baleines sont très denses, et cette densité leur permet d'entendre les sons dans l'eau. À l'origine, les oreilles des mammifères ont évolué sur des animaux terrestres. Leur structure est donc optimale pour entendre dans l'air. Dans l'eau, le son se comporte différemment. Par exemple, si vous plongez dans une piscine ou dans un lac, vous entendez des sons mais étouffés. En revanche, vous êtes incapable de dire d'où provient ce son. C'est dû au fait que les mammifères utilisent la différence entre le moment où un son touche une oreille et celui où il touche l'autre pour déterminer d'où il vient. Donc si un son vient de ma droite, il touche d'abord mon oreille droite, puis la gauche, et mon cerveau interprète que le son a été émis à ma droite. Mais dans l'eau, les tissus de votre visage et de votre crâne sont à peu près de la même densité que l'eau. Donc, au lieu de tourner autour de mon crâne jusqu'à mon oreille gauche, le son le traverse. Il atteint mon oreille gauche quasiment en même temps que la droite. Et donc, je suis incapable de dire d'où il vient. Mais grâce à la forte densité de leurs oreilles, les baleines rétablissent leur audition directionnelle. Le fossile du Pakistan possède cette oreille caractéristique. Et il date de 49 millions d'années. Cela ne peut signifier qu'une chose. Il appartient à l'une des toutes premières baleines. Philippe Gingerich le baptise Pachycetus. Une fois établi que c'était une baleine, nous savions que c'était la plus ancienne jamais découverte.
Pachycétus repousse les origines des baleines de 15 millions d'années, à une époque où le sous-continent indien était en train de lentement s'écraser dans l'Asie. L'endroit où le fossile a été découvert était une côte océanique. Les oreilles de Pachycétus prouvent qu'il passait beaucoup de temps sous l'eau. Mais d'autres fragments de squelette montrent tout aussi clairement qu'il marchait à quatre pattes. Comment cette bête étrange a-t-elle pu aboutir au géant que nous connaissons aujourd'hui ? Au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, un des berceaux de la paléontologie, on assemble des squelettes d'animaux préhistoriques depuis plus de 200 ans. On y trouve l'une des rares reconstructions complètes de l'extraordinaire ancêtre des baleines. Donc ici, nous avons un squelette de Pachycétus, le plus ancien cétacé connu, qui a environ 50 millions d'années. Et nous observons que c'est un squelette d'un animal quadrupède avec des membres antérieurs et postérieurs. C'est un animal marcheur, voire coureur, qui était capable aussi de nager, de rentrer dans l'eau. Alors évidemment, ça ressemble pas du tout à une baleine. Ça me dirait, ça ressemble, moi je dis toujours, à un chien avec un long museau. Et pourtant, en 50 millions d'années, ça a donné nos dauphins et nos baleines. L'important est qu'il possède des doigts et des orteils allongés. Ça indique clairement qu'il était déjà semi-aquatique. Pachycétus était une créature de rivage. Il attrapait des poissons et sans doute d'autres petits animaux dans les eaux peu profondes. On pense qu'ils se servaient de leur long museau pour sonder l'eau et s'y nourrir de proies aquatiques, tandis qu'ils se rendaient très certainement sur la terre ferme pour se reproduire. Une fois adaptés à la vie des rivages, il a fallu 10 millions d'années pour que les descendants de Pachycétus deviennent pleinement aquatiques. La transition a été longue, car pour vivre sous l'eau, ils ont dû changer radicalement. Leur transformation physique totale est l'une des plus remarquables de l'histoire de l'évolution. Après Pachycétus, les baleines ont mis entre 10 et 12 millions d'années pour devenir pleinement aquatiques. Au cours de cette période, leurs membres postérieurs ont diminué. Leur crâne s'est allongé et l'orifice où se trouve le nez s'est déplacé vers le haut. Leurs membres antérieurs se sont transformés en nageoires et leur dos s'est pourvu de vertèbres supplémentaires, ce qui a eu pour effet d'allonger leur corps. Mais une grande transformation reste à venir, les fanons. Très tôt, dans la généalogie des baleines, il y a une grande scission entre les deux groupes que nous avons aujourd'hui. Il y a les cétacés à dents et les cétacés à fanons qui ont totalement perdu leurs dents. Ces fanons sont en kératine et donc plus proches des cheveux ou des ongles que des dents. Les baleines s'en servent pour filtrer leur nourriture. Elles prennent de grosses gorgées d'eau et filtrent leurs proies, qui sont des organismes minuscules. La scission entre les cétacés à dents, comme les orques et les dauphins, et les cétacés à fanons, comme les baleines bleues et les baleines à bosse, s'est produite il y a environ 30 millions d'années. À l'image de leurs lointains ancêtres, les cétacés à dents sont restés des prédateurs et vivent principalement dans les eaux côtières. Ils s'y nourrissent de poissons ou, comme les orques, de phoques et de jeunes otaries. Les cétacés à fanons ont effectué une transformation beaucoup plus profonde. Forts d'une façon de se nourrir totalement nouvelle, ils sont partis dans les profondeurs des océans et sont devenus immenses.
pourquoi. Pendant longtemps, la taille des cétacés à fanons est restée un mystère. Mais la clé de l'énigme, c'est que dans l'océan, être grand est un avantage. Quand on observe la dépense énergétique de ces animaux, on se rend compte que plus ils sont grands, moins ils consomment de calories par unité de masse corporelle. Ça veut dire qu'ils sont plus efficaces s'ils sont immenses. Ils sont plus performants quand ils se déplacent. Dans la mer, être aussi grand a des avantages. La taille des baleines à fanons est aussi liée à l'une des dernières grandes transformations planétaires. L'Argentine et l'Amérique du Sud se sont totalement séparées de l'Antarctique. Les courants océaniques ont été modifiés, avec à la clé des conséquences profondes sur le comportement des baleines. Le courant qui se met à tourner autour de l'Antarctique entraîne une explosion des quantités de krill à disposition. Entre cette abondance de nourriture et leur méthode d'alimentation extrêmement efficace, plus rien ne peut empêcher les baleines de devenir gigantesques. En plus de leurs fanons, les baleines ont développé des comportements de pêche sophistiqués pour piéger leurs proies. Les baleines à bosse se servent des goélands et des mouettes. Les oiseaux qui plongent forcent les harengs à se concentrer jusqu'à former une énorme boule. Pour les oiseaux qui sont à la surface, c'est l'occasion de s'élancer vers le bas pour tenter de saisir un hareng. Et pour les baleines à bosse, c'est une indication qu'il y a une concentration de nourriture à cet endroit. Elles arrivent la gueule grande ouverte, engouffrent tout, expulsent l'eau salée à travers leurs fanons et avalent. Jackie Hildering étudie la population de baleines à bosse du nord de l'île de Vancouver depuis près de 20 ans. Son travail lui a fait découvrir le délicat tissu de relations qui unit les baleines à tous les autres aspects de l'écosystème marin. C'est la perfection, et ça dure depuis un temps qui nous dépasse. Côtoyer les baleines apporte de l'humilité et une dimension de mystère. Je pense que c'est important dans la vie. Je sens une connexion avec elles et ça me remet à ma petite place d'être en présence de ces géantes. Au fil de millions d'années passées à explorer les mers, les baleines sont devenues immenses. Il existe un autre mammifère qui est devenu énorme au gré de ses explorations, mais lui, c'est sur la terre ferme qu'il a développé de formidables outils. Depuis des millénaires, ces colosses sillonnent et façonnent la savane africaine. On roule sur des pistes faites par les éléphants. Ils empruntent le même chemin depuis des siècles. Ça fait des générations que ça dure. Les éléphants sont des animaux fabuleux. Plus on en apprend sur eux, plus on s'aperçoit qu'on gratte à peine la surface. De nouvelles découvertes ont montré que les éléphants comprenaient des choses qu'on ne soupçonnait pas jusque-là. Je pense qu'on ne percera jamais leurs secrets. Les scientifiques ont démontré que les éléphants communiquent par leur barrissement, par le toucher et même par infrasons, des vocalisations à basse fréquence capables de voyager souterrainement sur des kilomètres. Mais il reste beaucoup de zones d'ombre.
Ce serait formidable de découvrir ce qu'ils savent. Je pense qu'en ce moment, on stagne un peu, car on ne dispose pas des bons outils pour analyser leur communication. Paula Kaumbu est persuadée qu'en plus de leur capacité à se parler, ils ressentent beaucoup d'émotions que nous-mêmes éprouvons. Le chagrin, la colère et l'empathie. Elle sent qu'ils ont une mystérieuse vie intérieure. Quand on passe des heures avec eux, c'est comme un flot de sensations qui vous parvient. On dirait que c'est sans fin. J'ai vraiment l'impression de sentir ce qu'ils éprouvent. Plus je passe du temps avec les éléphants, plus je me sens en phase avec eux. Son admiration pour ces animaux s'accompagne d'une profonde conscience des dangers qui les guettent. Il y avait des dizaines d'espèces d'éléphants autrefois. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3. Et si nous ne faisons pas attention, nous les perdrons aussi et ce sera la fin de leur lignée. Les éléphants risquent-ils vraiment de disparaître? Comment ces animaux magnifiques ont-ils pu passer d'une myriade d'espèces à seulement 3? Et pourquoi le destin des éléphants et celui des hommes ont-ils été inextricablement liés à travers les époques? Comme pour toute lignée, cette histoire débute dans les tréfonds du temps et nous est contée par les fossiles. La plupart découverts en Afrique, dans le berceau des éléphants. Le récit de leurs origines est gravé dans le bassin du Turkana, dans le nord du Kenya. Le secteur de Buluk offre aux chercheurs des fossiles qui témoignent d'un âge d'or des éléphants. Ça vient du côté droit de la mâchoire. Les fossiles sont les messagers du passé, je le crois vraiment. Et nous, les paléontologues, nous essayons d'être les interprètes de ces messagers. Ils nous permettent de comprendre l'incroyable voyage que les éléphants ont dû accomplir pour devenir ce qu'ils sont. Il a fallu 60 millions d'années pour créer l'éléphant. De nos jours, Buluk est l'un des endroits les plus chauds et les plus secs du globe. Mais il y a 17 millions d'années, c'était une forêt luxuriante, avec des rivières et des zones humides. Le climat était très humide, très constant et très chaud. C'était un endroit formidable pour les herbivores. Il y avait beaucoup de végétation. Et les amateurs de salade étaient comblés dans l'Afrique du Miocène inférieur. Comment les chercheurs parviennent-ils à se faire une idée aussi précise de ces environnements disparus? Au même titre que les anciens animaux, les anciens paysages laissent des traces. On trouve souvent du bois et des graines fossilisées. Et ils révèlent certaines choses sur l'environnement. Les sédiments rouges qui nous entourent sont d'anciens dépôts de plaines inondables. Et donc, les animaux vivaient dans les plaines inondables de cette région boisée. Nous essayons de reconstituer tout l'environnement dans lequel ces animaux évoluaient. Si l'on se contente de collecter des ossements, c'est comme séparer les pépites de chocolat du cookie. Alors nous travaillons avec des géologues, des climatologues, des spécialistes des isotopes, des géochimistes. Le travail méticuleux d'Hélène Miller et de ses collègues permet de visualiser le monde disparu du site de Buluk. Si on pouvait se transporter dans le Buluk du Miocène inférieur, il y a 17 millions d'années, on atterrirait dans un enchevêtrement de bois et de rivières, avec une multitude d'éléphants différents. Vous aviez des Deinotheridae, très primitifs, qui faisaient entre un tiers et la moitié de la taille d'un éléphant moderne. Ils fréquentaient les rivages car ils aimaient les forêts avec des canopées denses et les environnements humides. Mais à la même époque, il y avait aussi des amébélodons. Leurs incisives inférieures étaient des espèces de longues défenses qui formaient une double pelle et ils s'en servaient pour déterrer leur nourriture. Au fil de leurs fouilles,
les scientifiques sont stupéfiés par la variété d'animaux étranges qu'ils découvrent. L'ancien site de Boulouk avait des allures de Jurassic Park des éléphants. Imaginez que je vous emmène en safari, mais un safari dans le passé. Vous verriez toute une partie de l'Afrique qui a disparu, et vous seriez nez à nez avec de formidables troupeaux d'éléphants. Ce serait fabuleux de pouvoir observer ça. Il y a 16 millions d'années, Boulouk était au cœur de l'âge d'or des éléphants. Les fossiles mis au jour ici témoignent de l'essor de la lignée des éléphants il y a environ 17 millions d'années. Mais de qui descendaient-ils? Et d'où tenaient-ils leur défense et leur trompe? Pendant des dizaines d'années, les origines de la lignée des éléphants sont restées inconnues. Dans les années 1990, un paléontologue français et son équipe effectuent des fouilles dans une mine de phosphate abandonnée au Maroc. Dans des couches datant de plus de 50 millions d'années, le paléontologue tombe sur les restes fossilisés d'un mystérieux animal d'à peu près la taille d'un petit chien. Il le baptise Phosphaterium. Plus tard, il trouve des fragments de mâchoire et de dents d'un animal encore plus ancien et plus petit. Celui-ci n'était pas plus grand qu'un lapin. Voilà. Alors qu'il s'interroge sur ces deux fossiles, il remarque un fait étonnant. Leurs dents ressemblent à des répliques miniatures de celles des éléphants. Et plus il les observe, plus il est sûr de son fait. Ces animaux étaient les ancêtres des éléphants, les plus anciens jamais découverts. Ici, vous avez le premier spécimen qui a été décrit. C'est un maxillaire, en fait, avec les deux rangées dentaires supérieures, les molaires et les prémolaires. Les fossiles que nous avons découverts documentent l'origine de l'évolution des premiers ordres de proboscidiens, qui est par ailleurs très mal connue. La conclusion qui en découle a de quoi surprendre. Le plus vieil ancêtre de l'éléphant faisait la taille d'un lapin. Les chercheurs peuvent enfin remonter au début de l'évolution de l'éléphant. Donc sur cette table, vous avez 12 millions d'années des premiers temps de l'histoire de l'évolution de l'ordre des éléphants qui sont rassemblés. Les dents ont beaucoup à dire sur les éléphants. Parmi les caractères qui évoluent progressivement chez tous ces proboscidiens primitifs, on voit le développement des incisives à l'avant du crâne qui commencent à être un peu agrandies chez Phosphaterium, qui le deviennent un peu plus chez Moeritherium et qui commencent à avoir une taille respectable chez Phiomia, l'un des ancêtres des éléphants modernes tels que les mammouths et les éléphants actuels. Quand les incisives sont devenues des défenses, elles ont pris les fonctions qu'elles remplissent aujourd'hui. Elles servent à collecter de la nourriture et à abattre des plantes pour les manger. Elles constituent aussi un élément important destiné à l'appareil social. Les défenses sont l'attribut distinctif des éléphants. Leur comportement est lié au fait d'en être pourvus. En s'agrandissant, les défenses ont entraîné l'évolution des trompes jusqu'à en faire une particularité de tous les éléphants qui ont suivi. Lorsque les défenses sont apparues, la trompe a suivi. C'était important car il fallait que ces animaux aient un moyen de dépasser leurs défenses pour atteindre la nourriture qui les entourait. Peu à peu, les trompes sont devenues les organes du toucher et de l'odorat que l'on retrouve chez les éléphants modernes. Une trompe se compose d'environ 72 000 petites fibres musculaires. C'est un organe très complexe que les éléphants peuvent déplacer avec autant d'agilité qu'une main de pianiste. Ils ont une maîtrise extraordinaire de leur trompe. Ce n'est pas juste un machin qui se balance et qui sert à aspirer de l'eau. Ils peuvent ramasser une pièce de monnaie avec. Ils la font énormément travailler. Les défenses, la trompe et la taille des éléphants
sont de remarquables adaptations à leur environnement forestier. Mais ce n'est pas tout. En plus de les aider à répondre à leur environnement, elles leur ont donné la capacité de le changer. Parmi toutes les espèces que nous connaissons, en dehors de l'homme, le seul autre mammifère capable d'altérer son écosystème de façon importante sur une courte période, c'est l'éléphant. Les proboscidiens sont de grands animaux. Ils peuvent abattre des arbres, dégager de la végétation et ouvrir des chemins. Bill Sanders pense que nous avons une dette envers eux. Ils auraient préparé le terrain pour que des millions d'années plus tard, un groupe de primates descende des arbres et commence à explorer la savane. Les Australopithèques. Lucy, le célèbre fossile, a été trouvé près de Boulouk. Bill Sanders est convaincu que nos lointains aïeux ont prospéré grâce à un environnement involontairement préparé par les éléphants. Les éléphants ont sans doute ouvert la voie et créé les conditions de la réussite des premiers hominidés. On ne serait peut-être pas là sans les éléphants. Tout comme nos ancêtres, les éléphants ne sont pas restés au même endroit. Après des millions d'années passées en Afrique, ils ont commencé à voyager. Les proboscidiens ont quitté l'Afrique à de multiples reprises. Différents groupes sont partis à différentes périodes. La première grande expédition hors d'Afrique a eu lieu il y a environ 18 millions d'années. La migration s'est achevée au Japon à peu près 1 million d'années après leur départ. Jusqu'à récemment, tout ce que nous savions sur ces anciennes espèces parties d'Afrique se résumait à quelques os fossilisés. Mais une découverte exceptionnelle vient de les ramener à la vie. Dans ce désert d'Abu Dhabi, des scientifiques ont découvert non pas des os, mais des traces de pas laissées par des éléphants pendant leur grande migration hors d'Afrique. C'est fabuleux parce que quand on est sur place, on a l'impression que les éléphants sont passés la veille. Pourtant, on sait que géologiquement parlant, c'est impossible. Ce sont de très vieux sédiments. Dans un second temps, on a filmé les traces depuis les airs. Ensuite, on est rentré à l'hôtel et dans la soirée, on a commencé à travailler nos images. Quand on s'est rendu compte de ce qu'on avait, on est resté bouche bée. Les traces d'un troupeau en mouvement apparaissent sous leurs yeux et les ramènent 7 millions d'années en arrière. À l'époque, ce désert est une savane luxuriante. Le sol boueux vient de prendre des empreintes parfaites, toutes laissées par l'un des plus étranges parents de l'éléphant. On parle d'une dizaine de minutes dans la vie de ce troupeau qui traversait cette plaine. Mais ces 10 minutes ont été préservées pour l'éternité et s'offrent à nous. Grâce à cet instantané de 10 minutes, Faisal Bibi peut visualiser toute la dynamique du troupeau, des petits et des adultes, un seul mâle et plusieurs femelles. On a au moins 13 individus. Ici, on voit les traces d'un grand spécimen. Là, ça doit être la matriarche. Ils ralentissent, puis accélèrent un peu. Ici, il y a un petit. Il est sur le bord. Donc, ça veut dire qu'ils ne craignent pas l'irruption de prédateurs. Et là, peut-être la veille ou le lendemain, un grand mâle est aussi passé par ici.
Peu après leur découverte, Faisal Bibi et son équipe ont emmené Bill Sanders sur les lieux. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et là, je les ai vus. Les traces de tout un troupeau sur 260 mètres. On voit des empreintes de bébés, de jeunes, de femelles. Et pour finir, on a une longue série de traces laissées par un grand mâle qui a dû arriver plus tard et qui a rejoint la piste du troupeau, comme s'il le suivait. C'est précieux. Je travaille sur les éléphants, j'aime les éléphants. Et là, je me suis retrouvé face à une tranche de vie cristallisée dans le temps. Elle m'a transporté à leur tout début, et j'en ai pleuré. Mes collègues se sont mis à applaudir. Ils avaient compris que je ne pleurais pas de tristesse. Je pleurais parce que j'étais aux anges. Tels des pisteurs, les scientifiques lisent ces empreintes et dressent un tableau détaillé de cette journée, il y a 7 millions d'années. On a pu estimer la taille des individus en se basant sur des mesures de poids et de longueur des foulées des éléphants modernes. Les poids que nous avons calculés vont de quelques centaines de kilos pour le plus petit à 5 tonnes pour la plus grande femelle du groupe et environ 6 tonnes pour le mâle solitaire. Ils étaient aussi imposants que les grands éléphants mâles d'aujourd'hui. Grâce aux fossiles trouvés dans les environs, nous savons que c'étaient des créatures magnifiques. Des colosses à 4 défenses, appelés stégotétrabélodons. On les imagine en train de passer ici comme si c'était hier. Génération après génération, leurs ancêtres avaient fait le voyage depuis l'Afrique à des milliers de kilomètres. Ils se sont éteints il y a longtemps, mais ils nous ont laissé plus que des os et des dents. C'est une empreinte de leur société. Les découvertes faites à Abu Dhabi montrent qu'il y a 7 millions d'années, le comportement social des éléphants avait déjà évolué. Les liens familiaux font la réussite des éléphants depuis des générations. Les stégotétrabélodons ont disparu il y a plusieurs millions d'années, mais leurs descendants et d'autres espèces d'éléphants ont rapidement peuplé une grande partie du monde. Certains, comme les mammouths, se sont adaptés au froid de la Sibérie et de l'Amérique du Nord. D'autres, comme les gomphothères, sont partis vers les climats plus chauds du sud de l'Asie et d'Amérique centrale. Après 60 millions d'années d'évolution, la lignée des éléphants était l'une des plus prospères de la planète. Il y a 50 000 ans, les proboscidiens étaient présents sur tous les continents, à l'exception de l'Australie, de l'Antarctique et de l'Amérique du Sud. Mais que sont-ils devenus ? Un débat fait rage depuis longtemps parmi mes collègues. Quelles ont été les raisons de l'extinction des mammouths et des mastodontes ? La première hypothèse est liée au climat. À la fin de la dernière période glaciaire, il y a 10 000 ans, le monde se réchauffe. Les éléphants adaptés au froid de Sibérie et d'Amérique du Nord ne peuvent y faire face. Dans l'hémisphère nord, sous les latitudes septentrionales, la glaciation a connu des changements très rapides. Mais pendant des millions d'années, les mammouths et les mastodontes ont survécu à des changements climatiques semblables. Pourquoi celui-ci leur a-t-il été fatal ? Bill Sanders pense que ce sont nos ancêtres qui ont fait pencher la balance. Dans certains grands sites d'Eurasie, on peut voir que les peuples indigènes d'il y a 10 000, 50 000 ou 60 000 ans massacraient ces éléphants en masse. La pression de prédation était énorme. Ces animaux étaient pris en étau entre cette chasse intense et le changement climatique, avec ses effets sur la flore et sur les ressources disponibles.
2000 ans avant notre ère, il ne restait plus que l'éléphant de savane, l'éléphant de forêt et l'éléphant d'Asie, les 3 espèces que nous connaissons aujourd'hui. Elles aussi sont menacées, mais cette fois, nulle question de période glaciaire. Nous sommes les seuls à être en cause. En 1800, selon les estimations, il y avait 25 millions d'éléphants. Aujourd'hui, il en reste moins d'1 million, et le nombre continue de chuter à cause de la perte d'habitat et d'un massacre incessant pour l'ivoire. Comme tant d'autres, les éléphants sont pris dans le tourbillon d'une nouvelle extinction de masse. Partout, le monde naturel est transformé. Notre lignée est devenue la force dominante de la planète. Elle façonne toute la vie qui l'entoure. Une espèce fraîchement arrivée qui s'est imposée comme la présence globale à laquelle toutes les autres doivent s'adapter. Notre impact est si énorme que notre époque a reçu son propre nom, l'Anthropocène, l'ère de l'homme. Elle a vu le rythme d'extinction des espèces accélérer de façon vertigineuse. Les scientifiques cartographient les changements planétaires avec les leçons du temps géologique en toile de fond. Ils observent une série de phénomènes déjà présents lors d'extinctions précédentes. Les niveaux de CO2 entraînent une acidification des océans et un changement climatique rapide, ainsi que la destruction d'habitats. Beaucoup pensent que nous assistons à la 6e extinction de masse de l'histoire de notre planète, mais la première à être causée par une seule espèce. Comme les autres, elle réinitialisera l'horloge de l'évolution, mais nous ignorons comment. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les populations humaines changent peu à peu la face du globe en transformant des environnements naturels en environnements artificiels, en polluant, et par le biais d'une multitude d'autres façons d'interférer avec les systèmes naturels. Nous sommes confrontés à la question de l'évolution et de l'extinction. Il ne peut pas y avoir d'évolution sans extinction, mais l'extinction complique nos efforts pour avoir une vue d'ensemble. Nous savons maintenant que les extinctions de masse sont l'un des moteurs de l'évolution. Elles dégagent le terrain pour l'évolution de nouvelles espèces. Mais dans le passé, elles s'accomplissaient généralement sur des millions d'années. Celles-ci se déroulent en l'espace de quelques générations. À l'échelle du temps géologique, c'est une nanoseconde. De nombreuses formes de vie n'ont pas le temps de s'adapter. Mais nous avons peut-être encore le temps d'agir. Des crocodiliens vivent sur Terre depuis presque 230 millions d'années. Ils ont survécu à des épisodes d'extinction cataclysmique. Mais aujourd'hui, 5 des 14 espèces de crocodiles sont classées en danger critique. La plupart des crocodiliens étaient en voie d'extinction dans les années 70. On était sur le point de tous les perdre quand leur protection a été mise en place. Les mesures de préservation ont aidé. En Australie, les crocodiles marins et les crocodiles d'eau douce se sont multipliés grâce aux restrictions imposées sur la chasse. Mais qu'en est-il des autres grands survivants de la nuit des temps? 10 000 espèces d'oiseaux continuent de couvrir le globe. Certains se sont adaptés aux villes, où ils vivent à nos côtés en apparente harmonie. Mais tout n'est pas si simple.
Nous avons un impact énorme sur l'évolution des oiseaux. Nous grignotons leur habitat, nous les tuons pour les consommer et nous empoisonnons leur environnement. Avec 40% des espèces d'oiseaux en déclin, il y a des raisons de s'inquiéter. Mais l'espoir est encore permis. Nous avons réussi à inverser la tendance pour des espèces emblématiques comme le pigargue à tête blanche ou le condor de Californie. Et des programmes innovants montrent qu'il est possible d'en faire encore plus. Les animaux marins ont aussi besoin d'être protégés. Il a fallu 50 millions d'années pour que les baleines deviennent les magnifiques géants des profondeurs que nous connaissons. On a tellement exploité les baleines que, dans le cas des baleines à bosse, la population mondiale est tombée à 10% de ce qu'elle était. On les percevait très différemment. On les voyait comme une ressource. Mais avec les baleines à bosse, on a une seconde chance. Certaines baleines sont en danger critique, mais les interdictions de chasse ont eu des effets. Le nombre de baleines à bosse a augmenté. Et la population de baleines bleues, qui était descendue à 1500 individus, repart doucement à la hausse. Les baleines nous rappellent à quel point nous sommes liés, mais aussi que nous avons la capacité de changer les choses. À travers le monde, des gens entendent cet appel et s'engagent pour protéger des animaux et des lieux menacés. Au Kenya, Paula Kaumbu admire l'un des derniers véritables géants de la planète, un grand mâle appelé Tolstoï. C'est une leçon d'humilité de côtoyer Tolstoï. C'est un géant parmi les géants. C'est plus qu'un grand mâle. Il y a très peu d'éléphants de cette taille et dotés de défenses aussi longues dans le monde. Quand on est avec Tolstoï, on a une montée d'adrénaline et on se dit « je suis vivant ». On ressent la vie plus fortement. Ça donne la chair de poule de se dire que cet animal sait qu'on est là et qu'on est minuscule à côté de lui. C'est magnifique. C'est une expérience incroyable. Savoir que Tolstoï est le fruit d'une évolution en marche depuis la nuit des temps ne le rend que plus précieux. Et il n'est pas seul. Les crocodiles et les oiseaux, les baleines et les éléphants ne sont que 4 espèces parmi des millions d'autres. L'arbre de la vie est vaste et englobe tout ce qui a existé. À quoi ressemblera-t-il après l'ère de l'homme? La réponse est entre nos mains.